Alors, on démarre donc pour la présentation des évolutions de gouvernance cellulaire spéciale pour l'équipe gouvernance cellulaire. La première modif, c'est que quand on démarre sur gouvernance cellulaire, on arrive directement sur le tableau de bord. Donc, c'est fini d'attaquer par la philosophie, la démarche, la raison d'être, où on perdait les gens dans de l'intellect. Voilà, je reviendrai sur l'avant-propos. On a mis tout ça dans un avant-propos qui est en haut ici. Ensuite, on a l'égrégore qui évolue. Donc, l'égrégore, ce qui change, c'est les couleurs. On a quelque chose qui est cohérent avec les trois espaces, l'espace relation en bleu, l'espace sens en violet, l'espace contrat en orange. Ça, c'est ce avec quoi nos clients, les gens qu'on accompagne, vont pouvoir rentrer dans gouvernance cellulaire. On peut leur présenter ce modèle. Donc, le contrat, il y a la partie verte, c'est aussi du contrat. Hein. C'est comment est-ce que moi, je me gère vis-à-vis du contrat, comment est-ce que je fais mes choix vis-à-vis des contrats qui sont passés avec moi, des décisions qui sont prises dans mon collectif ou par mon leader. Si on revient tout le temps avec le bouton central, bien sûr, sur le tableau de bord, en tant que consultant, une fois qu'on a repéré s'il fallait travailler sur la relation, sur le contrat et la structuration ou sur le sens, on va dans les éléments optionnels ici. Donc, on ne parle plus de briques, on parle d'éléments optionnels. Et là, on retrouve contrat, sens, relation et structuration. Donc, la différence entre contrat et structuration, c'est que contrat, c'est tout ce qui est dynamique, alors que structuration, c'est plutôt les rôles, les cellules, des choses comme ça qui sont vraiment la base de la façon dont les choses sont construites. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment au point ça. Je pense que dans la version 2022, ça rebougera un peu. Dans cette arborescence, on voit aussi les éléments cœur en rouge ici, qu'on retrouve et qui sont tout le temps les mêmes. Alors après, ce dont j'avais envie de vous parler, la première chose, c'est distinction entre la personne et les rôles. Donc ça, on a ça dans l'espace sens, deuxième branche, la congruence, distinction de personne et rôle. Donc je clique dessus. On arrive là-dessus. Sur ce slide qui dit quelque chose vraiment important en gouvernance cellulaire, mais qui était peu apparent dans la version 2020, qui est que soit on se parle de rôle à rôle en orange, et dans ce cas-là, on a des attentes décomplexées, un rôle n'a pas de susceptibilité, donc on lui dit clairement ce dont on a besoin, tout simplement. Et en tant que rôle, quand je réponds, j'explique pas ma vie à expliquer tout ce que j'ai bien fait pour éviter d'en arriver là et pourquoi c'est la faute des autres s'il y a encore besoin de cette attente. Je dis juste, est-ce que c'est dans mon rôle? Et si oui, ben, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et en haut, en vert, de personne à personne, c'est l'autre façon de se parler en gouvernance cellulaire. On se considère aussi en tant qu'être humain. Et donc, on peut là rentrer plutôt en mode CNV, en mode régulation, en mode prendre soin. C'est là qu'apparaît la bienveillance et qu'on utilise tous nos systèmes de régulation humaine, en fait. Voilà. Donc derrière, on va avoir, comme d'habitude, ce que je viens de vous dire à l'oral qui est écrit. Et puis, on revient sur les éléments optionnels. Ensuite, je voulais vous parler niveau d'autonomie. Donc, niveau d'autonomie, on a ça dans la branche structuration en gris, souveraineté, la deuxième branche, et en bas, niveau d'autonomie. Je clique dessus. Donc, ça, c'est un gros apport. Je me suis rendu compte que vraiment, les gens, quand on leur parle d'autonomie, ils sont tous d'accord. Hein, ils sont tous pour de l'autonomie. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est que l'autonomie, eh ben, c'est très, très facile de se rendre compte qu'on a des écarts majeurs. Et cet outil, il est génial pour mettre en lumière les écarts majeurs. Donc, le niveau 1, le manager réfléchit, décide de comment faire les choses, l'acteur les fait, et puis le manager évalue à la fin de l'action ou à la fin de l'année la performance. On est vraiment dans le modèle Taylor, l'ingénieur réfléchit, l'ouvrier agit. Ensuite, le bleu, ensemble, c'est le manager avec l'acteur, avec le collaborateur, ou alors c'est toute l'équipe tout ensemble. Donc en haut, on est dans la dictature du manager. Au milieu, on peut tomber dans la dictature du groupe, c'est-à-dire je veux impérativement que toutes les décisions soient prises tous ensemble. On a ça dans certaines assos, dans certains collectifs d'économie sociale et solidaire, assez peu dans l'industrie pour l'instant.
Et ensuite, tout en bas, on va avoir l'équilibre où le rôle décide comment est-ce qu'il fait les choses. Ça ne veut pas dire qu'il décide tout seul. Par exemple, si pour la réflexion, il a besoin de réfléchir à plusieurs, ben, il peut tout à fait procéder à une sollicitation d'avis, mais c'est lui qui choisit ça. Et donc en bas, le risque, ça peut être la dictature de l'indépendance, c'est-à-dire j'ai le rôle, je fais ce que je veux et je ne me préoccupe pas de vous. Voilà. Donc, bon, comme d'hab, derrière, on va avoir la même chose avec des mots. Voilà, je remonte sur... tiens, c'est bizarre. Oh, bah, j'ai un truc qui ne marche pas, là, j'irai... Pardon. Alors, je me recale, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Je regarderai ce raccourci plus tard. Hop. Et je reprends le partage d'écran pour continuer ce que je voulais vous dire. Partage d'écran, voilà. Donc ensuite, de quoi je voulais parler? Souveraineté et lien. Donc oui, ça fait bien la transition. Souveraineté et lien, on va avoir ça curieusement, pas dans souveraineté, mais dans l'espace sens, congruence, souveraineté et lien, qui dit que soit je suis dans ma souveraineté avec le gros avantage, c'est que je réfléchis par moi-même à ce que j'ai envie de mettre en œuvre, je prends mes responsabilités, j'agis en fonction de l'impact de mon travail. L'inconvénient, c'est le risque que chacun agisse selon ses préférences personnelles sans prendre en compte les autres, en invoquant l'autorité de mes rôles, je fais ce que je veux et tu n'as rien à me dire. Ça, c'est le danger. Le lien, l'avantage, c'est qu'on tient compte de la position des autres. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps et qu'à un moment donné, ça peut planter le collectif parce qu'on veut être trop en lien, trop décider tous ensemble. Tout le monde a besoin de parler, de prendre du temps, d'expliquer sa vie et ça prend un temps fou. Et donc, à la fin, on n'y arrive pas et on finit aussi par s'engueuler, ce qui détériore le lien. Et donc, tout l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre assumer ma souveraineté, accepter la souveraineté des autres parce que c'est plus efficace et parce que j'ai envie de les laisser vivre. Et puis, assumer le besoin de lien et donc, sur les décisions difficiles et les décisions à fort enjeu, prendre en compte la vie des autres, autant avant qu'après la décision. Ensuite, alors après, on rentre dans la relation. Et là, on va aller regarder le marché parlé. Donc, toujours pareil, hein, tous ces éléments que je suis en train de vous montrer, ils sont vraiment plutôt à destination des accompagnants. Le marché parlé, c'est une grosse avancée au niveau de la régulation parce que c'est un outil extrêmement simple. C'est un outil qui dit on part marcher et pendant 20 minutes, il y a une des deux personnes qui parle. Alors, ça peut être un groupe, hein, mais il y a un groupe qui s'exprime. Pendant 20 minutes, les autres n'ont pas le droit d'interrompre et si la parole est terminée, les gens restent en silence. Ensuite, c'est l'autre qui fait pareil. Pendant 20 minutes, c'est le deuxième parti qui parle ou la deuxième personne. Et c'est seulement après qu'ils vont discuter pour exprimer ce que ça leur a fait d'entendre ça et de quoi ils auraient besoin pour que ça fonctionne mieux. Voilà. Ils peuvent pour ça utiliser, selon leur culture, le processus de triage ou le processus de régulation en mode CNV. Donc là, je vous le montre parce qu'il y a une petite avancée sur le mode CNV qu'on a ici. C'est qu'il y a un schéma maintenant qui n'y était pas avant, qui aide un petit peu à le faire. Donc, au départ, l'émetteur dit ce qui s'est passé, ce qu'il ressent, comment ça se passerait dans son idéal et ce qu'il demande concrètement et à qui. La personne à qui il le demande reformule ce qu'il a compris et puis l'émetteur corrige. Ensuite, la personne à qui il demande ça dit ce que ça lui fait d'avoir entendu ça, dit ce qu'elle décide et ce qui serait aidant par rapport à ce qu'elle décide. Pareil, on a une petite boucle de reformulation, correction. Et puis quand on a terminé, on repart pour un tour en disant bon, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Puis une fois que tout ça est terminé, on clôt le temps avec la question habituelle de comment est-ce que tu as vécu l'efficacité et l'humanisme de ce temps. Voilà. Et donc là, on a le petit lien sur le marché parlé en bas à droite qui permet de retourner à l'autre alternative que je viens de vous présenter. Voilà. Ensuite, de quoi j'ai envie de parler? Le meilleur ami. Le meilleur ami. Ça, c'est excellent, le meilleur ami. Je suis très content de ça. Hop. Donc, on va chercher le meilleur ami dans la structuration, souveraineté, ami impitoyable et urgentiste. Donc, l'ami impitoyable, c'est quelqu'un que je choisis
et à qui je demande, est-ce que tu veux bien être mon ami impitoyable? Et si la personne me dit oui, je lui dis, bon, ben, je te demande deux choses. D'abord, me signaler quand il y a quelqu'un qui m'exprime une tension et qu'au lieu de chercher quelle est sa demande concrète, je lui dis tout ce que j'ai déjà fait. Bon, là, ça, c'est pas le sujet de savoir ce que j'ai déjà fait. Il a une tension. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il est en train de me demander? Est-ce que ça fait partie de mes rôles? Qu'est-ce que je vais faire? Et la deuxième chose, c'est de me signaler, pareil, quand il y a une tension qui m'est exprimée, au lieu de chercher quelle est la demande concrète, je dis que mon interlocuteur participe au problème. Alors, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est toujours le même, c'est qu'est-ce qu'il me demande? Est-ce que c'est dans mon rôle? Et si oui, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est le rôle ami impitoyable. Et puis, on a un slide, là, j'ai mis deux rôles sur le même slide. C'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'ils vont un peu ensemble. C'est le rôle urgentiste. Donc, le rôle urgentiste, l'intérêt, c'est que quand on est dans une ancienne structure pyramidale qui bascule en gouvernance cellulaire et qu'il y a une crise, eh ben, le naturel revient au galop et des fois, il est très performant, le naturel. C'est-à-dire que les managers reprennent complètement le lead, fonctionnent dans l'urgence en prenant des décisions comme à l'ancienne et des fois, c'est vraiment très efficace parce que la structure n'a pas encore vraiment basculé en responsabilité et donc ça permet d'éviter un risque. Le gros défaut de cette façon de faire, c'est que ça discrédite complètement la démarche et que les gens vont se dire ouais, bah, finalement, c'est du pipeau, tout ce qu'on nous raconte. En pratique, c'est toujours pareil, ils donnent des ordres et puis il faut exécuter. Donc, du coup, les redevabilités, c'est quoi? C'est qu'en cas d'urgence, en tant que leader pyramidal, il peut reprendre une délégation qui l'avait confié un rôle ou qui avait été confié un rôle. Il doit nommer qu'il passe en rôle urgentiste. Il active ce rôle le plus rarement possible. Il met en place des actions de fond pour que ce rôle devienne obsolète. Donc, il n'y a pas que la gestion d'urgence, il y a aussi comment on fait pour que la prochaine fois, ça se passe différemment. Et puis, il renseigne un indicateur d'équipe avec le nombre d'utilisations sur les 12 derniers mois, ce qui fait qu'on se crée les conditions pour qu'effectivement, ce rôle devienne petit à petit le plus rare possible. Et donc, on a un système qui fait qu'on s'inscrit bien dans une évolution progressive en essai-apprentissage et non pas dans j'avais annoncé qu'on passait en gouvernance cellulaire et finalement j'ai tous abordé parce que je suis passé d'un seul coup en mode urgentiste. Ensuite, la rétrospective. Alors, rétrospective, elle est où? Elle est ici, entre donc branche contrat, priorisation et stratégie, la troisième branche, et la rétrospective et stratégie. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cumulé avec Yvan deux processus de l'instant Z, un processus de célébration, célébration personnelle, célébration interpersonnelle qui peut se faire dans un autre temps, et puis célébration collective. Donc ça, c'est vraiment tourné vers le passé. Qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Ensuite, on va s'orienter vers la stratégie avec de l'orientation, un SWOT, un force et faiblesse, opportunité et menace. Et puis des propositions où c'est le rôle lead qui peut se faire aider, qui synthétise 3 à 6 objectifs prioritaires, qui les priorise et qui met en place une ligne comportementale privilégiant une ou deux attitudes. Idéalement, c'est fait tous les 6 mois, ça prend 2-3 heures. Voilà, j'en suis pas encore très content de cet outil. Il est pas mal, mais je pense qu'il va évoluer. D'ailleurs, tout va évoluer. Si je prends, si ça se repasse comme cette année, on a quand même énormément d'évolution. Donc ensuite, la philosophie, ce qui a changé dans la philosophie. Donc là, je remonte sur le tableau de bord. La philosophie, elle est dans les avant-propos. Donc je clique en haut sur avant-propos, on tombe sur ce slide où il y a la démarche, gouvernance cellulaire, la philosophie et la raison d'être. Je clique sur philosophie. Et ce qui change, c'est la première ligne, contribuer au vivant. Avec cette première phrase, permettre aux personnes de manifester le pouvoir créateur qui les anime dans l'exercice de leurs responsabilités avec humanité. Donc, ce n'est pas juste les personnes, c'est aussi les projets, les organisations qu'on considère comme des entités vivantes qui ont aussi une raison d'être, aussi des redevabilités. Et donc, manifester le pouvoir créateur qui les anime, c'est ça le but. Donc, c'est comment est-ce que je vais m'empêcher de bloquer les autres dans leur pouvoir créateur et comment je vais autoriser le mien à se manifester. On y est presque avec cette phrase, hein. Je sens qu'elle est presque au point. Il me manque peut-être la notion de rencontre, du fait qu'on privilégie vraiment des situations de rencontre. On retombe sur souveraineté, lien. Là, elle bascule peut-être un peu trop du côté ma souveraineté, manifester mon pouvoir créateur.
Et dans le avec humanité, il n'y a peut-être pas assez la notion de rencontre qui fait que c'est dans la rencontre que je peux me voir fonctionner et progresser. Donc là, le bouton d'orientation en bas, il nous ramène sur l'onglet avant-propos et en recliquant un coup, on se retrouve sur le tableau de bord. Voilà, voilà. Ensuite, l'essai apprentissage. Donc là, la différence sur l'essai apprentissage, on est dans les éléments cœur ici, dans les 3 espaces, espace, sens, relation et contrat. Donc dans les espaces, dans les éléments cœur, on a l'essai apprentissage, la culture essai apprentissage en bas de l'espace sens. Je clique dessus. Et on a cette notion qui était déjà en tant que graphe, hein, qui est que nous sommes dans l'action. À un moment donné, on perçoit que les choses pourraient fonctionner d'une manière plus satisfaisante. On commence à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe exactement. Et à un moment donné, on a… Donc ça, c'est l'attention. C'est exactement ce qu'on appelle l'attention, c'est-à-dire ça pourrait je commence à sentir que ça pourrait se passer d'une manière plus satisfaisante et j'y réfléchis. Ensuite, on a l'intention, l'ambition, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça, et on prend une décision de bon, bah ok, voilà comment je vais orienter les choses. Donc ça, c'est vraiment le système essai-apprentissage. Ça demande une séparation entre ma personne et mon rôle, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je ne suis pas le résultat de mon travail, donc ça veut dire que quand je suis dans perception-orientation, je ne me dis pas je suis un gros nul, mais je me dis ah mince, c'est décevant, ça ne donne pas le résultat que j'attendais. Et ça veut dire aussi, je ne bascule pas dans le blâme des autres, ni dans l'auto-blâme, ni dans le blâme des autres. Le problème, c'est pas que tous les autres sont des abrutis qui ne comprennent rien à rien et qui n'ont pas de bonne valeur. Le problème, c'est que ce que j'ai essayé, ça ne donne pas les résultats que j'attendais. Donc, j'en assume les conséquences. Ça a déçu mes collègues, ils n'ont pas ce qu'ils veulent et je vais mettre en place la suite. Et là, je rentre dans quelque chose où je tiens compte des résultats de mon travail, de mon environnement, et je me mets dans un essai apprentissage qui est quelque chose de permanent. Quitter la culture du blâme, ça passe par adopter la culture essai-apprentissage. Ce slide, on l'avait déjà. Ce qui est nouveau, c'est que c'est expliqué derrière. Donc, si on clique sur le slide suivant, eh ben voilà, il y a un slide qui explique ce que je viens de dire à l'oral. Voilà, voilà. Ensuite, les temps. Alors là, vous pouvez remarquer qu'on n'a plus de réunions. On n'a plus de réunions, on a des temps. Donc, temps d'opération à la place de réunion d'opération, temps de réorganisation, élection sans candidat. Donc, on a des temps. Pourquoi ? Parce que ça correspond à comment fonctionnent nos clients. C'est-à-dire qu'en pratique, ils fonctionnent avec des réunions pendant lesquelles ils font un temps de réunion d'opération. Puis, s'ils ont besoin de décider d'un rôle derrière, ils le font dans la foulée. Et s'ils ont besoin de faire une élection sans candidat, c'est toujours dans leur réunion. Donc finalement, ça ne présentait pas un gros intérêt de séparer ces réunions. Et voilà. Donc là, l'équipe qui préfère les séparer, elle peut toujours, bien sûr, elle n'est pas obligée de faire les temps de réorganisation en même temps que les temps d'opération. Mais par contre, l'équipe qui a envie de passer de l'un à l'autre peut tout à fait le faire. On n'a pas de système d'inclusion différente ou de convocation différente. Ça met un peu de souplesse dans le système. Le positionnement éthique. Donc là, on est sur l'espace sens. Le 4e point, temps de positionnement éthique. Avant, ça s'appelait réunion de sens. On l'a pas mal repris pour faire quelque chose d'assez simple qui permet, enfin de plus simple en tout cas, et qui permet vraiment à un groupe qui le suit à la lettre d'arriver à définir vis-à-vis d'une problématique comment est-ce qu'on décide de fonctionner. Donc le groupe, il n'aura pas toujours le pouvoir de décider comment on peut fonctionner. Des fois c'est un cercle qui a ce pouvoir ou c'est un rôle. Mais dans ce cas-là, il peut faire une proposition. Il peut avoir une intention et dire, voilà, on s'est réunis, on a réfléchi, on aimerait proposer cela. Donc là, il le décide en consentement dans le point 7. Et on profite derrière une solidification de la décision par concordance. Alors, 2 innovations. Là, d'abord, il y a des petits liens. Vous voyez, quand concordance est souligné comme là, ça veut dire qu'il y a un lien. Donc, je vais cliquer dessus. Et l'autre nouveauté sur la concordance, c'est qu'il y a un schéma. Maintenant, il n'y en avait pas avant. Donc, ce schéma, il dit, une fois qu'une décision a été prise par l'équipe, on rentre dans le processus de concordance si on en a envie. Et donc, on ferme les yeux, on lit la décision. Est-ce que je suis à 100% d'accord avec la décision ? On va me poser la question. Si je réponds oui, ça veut dire oui. Mais si je réponds ouais, OK, ou si j'hésite, ça veut dire non. Et dans ce cas-là, on va me poser la question, qu'est-ce qui te manquerait pour être totalement d'accord ? Et puis, si le groupe évolue dans sa prise de décision, on refait un tour de concordance. Et ce qui est précisé en concordance, c'est que si jamais le groupe n'arrive pas
à prendre une décision plus ajustée, eh ben, on revient à la décision qui avait été prise au préalable. C'est-à-dire ça ne fait pas sauter la décision préalable, ça permet d'aller un petit peu plus loin, de voir les freins inconscients et éventuellement de les régler tout de suite. Puis si on n'arrive pas à les régler tout de suite, eh ben, c'est pas grave, on part avec et puis on les réglera plus tard quand on y verra un petit peu plus clair. Ensuite, le rôle source. Le rôle source, on va avoir ça dans structuration, souveraineté, la deuxième rôle source. Là, ce qui a été ajouté, c'est un élément sur lequel je suis beaucoup en questionnement, le rôle source. C'est pas évident. Là, ce qui est dit, c'est qu'on a une rôle source qui a des redevabilités, révéler la raison d'être en fonction de ce qu'il perçoit, actualiser cette raison d'être selon son intuition en tenant compte des remontées des membres de la structure et faire son possible pour que cette intuition devienne réalité. Alors ça, c'est nécessaire quand on est au lancement d'un projet, parce qu'au lancement du projet, le rôle source, il a une idée assez précise de ce qu'il veut faire, mais il a du mal à l'exprimer, il a besoin de la confronter à la réalité pour qu'elle prenne forme. Donc, il a le pouvoir de le faire. Ça, c'est chouette. Si à ce moment-là, on enlève le rôle source, le risque, c'est que le collectif ait compris de manière très diverse ce qui était le projet. Et donc, ça crée une forme de dispersion, de confusion et de conflit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le projet il aura suffisamment pris forme et les gens le sentiront suffisamment pour que finalement ça devienne quelque chose de limitant, d'engonçant, on ait toujours un rôle source. Et donc là, on n'avait rien dans l'ancienne version. Donc maintenant, ce qui est rajouté, c'est dans le domaine, la dernière phrase. Le rôle source est tenu par la personne qui le détient jusqu'à ce qu'elle décide de transférer ce pouvoir à d'autres ou à une cellule. C'est-à-dire que le rôle source peut dire à un moment donné, OK, je transfère mon rôle source à telle personne ou à tel collectif de personnes, ou à une cellule ancrage, par exemple, en disant, on n'a plus besoin d'un rôle source, donc maintenant c'est la cellule ancrage qui est rôle source. Voilà l'évolution. Et donc ça permet en fait à une structure qui ne voudrait pas avoir de rôle source de tout de suite dire, nous, le rôle source, on le met au niveau de la cellule ancrage. Donc pareil, on amène de la souplesse, de la flexibilité, de l'adaptabilité à chaque culture. Et le dernier dont je vous parle, c'est la responsabilité de membre. Donc ça, responsabilité de membre, on va l'avoir dans contrat. La dernière branche de contrat, la dernière branche optionnelle de contrat, c'est responsabilité de membre. Donc je vais dedans. Et ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a rajouté aux redevabilités du bas, priorisation, suivi, priorité de coopération, transparence sur demande, on a rajouté le soin de la relation. C'est-à-dire que c'était uniquement orienté productivité, efficacité, c'est responsabilités de membres. Et en gouvernance cellulaire, il y en a une autre autour de la relation, qui est d'être attentif au climat social dans l'équipe et s'il y a un conflit quelque part, d'alerter les personnes qui sont dans le conflit, simplement en leur nommant que si j'étais à votre place, j'aurais besoin d'une régulation. C'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que derrière, on les laisse choisir exactement ce qu'ils veulent. On ne passe pas en mode sauveur, je vais vous régler votre souci ou moi, je sais ce qui est bon pour vous. Mais on ne passe pas non plus en mode j'en ai rien à cirer de vous. On leur signale quand même qu'il y a quelque chose qui, selon nous, pourrait être utile. Voilà. Donc, je reviens sur notre tableau de bord. On a nos 90 slides. Dans ce que j'ai à rajouter, c'est qu'on a une super charte graphique. Donc, merci Marion et merci David pour cette charte graphique, pour cette police, pour le nouveau logo. Moi, le seul truc sur lequel je ne voulais pas lâcher, c'était le logo. Donc, voilà, maintenant, on a un super logo parce qu'ils m'ont quand même expliqué gentiment que même le logo, en fait, il fallait le revoir au niveau graphique. Donc, maintenant, on a quelque chose de très chouette. Merci beaucoup tous les deux. Voilà, à bientôt. Cette vidéo est disponible jusqu'à mardi soir. Bisous, bisous.